Il accompagne vos nuits. La libre antenne, Jean Dorido sur Europe 1. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la libre antenne d'Europe 1. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche soir, jour d'arrivée du Tour de France. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin pour parler de ce qui vous intéresse, vous touche ou vous questionne. La nuit est une période propice à l'introspection et à l'échange sincère, loin des masques qu'impose généralement la lumière du jour. Cette libre antenne est un espace de liberté, votre espace, à l'intérieur duquel chacun est bienvenu, quelles que soient ses fragilités, ses failles ou ses blessures. Nous sommes ensemble pour prendre soin de cet espace et prendre soin de chacune et de chacun, car nous avons tous besoin, par moments, dans nos existences, d'espaces de tranquillité, de paix, des espaces à l'intérieur desquels il est possible de se reposer et de laisser s'exprimer les doutes et les questions que le rythme effréné du jour nous impose généralement de taire. Chacun d'entre nous, même le plus fort, rencontre par moments cette impérieuse nécessité de se poser, marquer un temps d'arrêt afin d'observer ce qui se passe et prendre soin pour réparer. Ainsi, même le puissant Achille de la mythologie possédait une fragilité au talon. Cette histoire nous rappelle que nous sommes tous égaux devant les difficultés de l'existence. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin sur Europe 1 pour parler de tout. Vous nous appelez au 39 21. Lauriane et Thomas sont là pour vous accueillir. Vous pouvez également réagir par SMS au 7 39 21. Commencez vos messages par le mot nuit. Ou alors, vous pouvez également réagir par mail sur notre site europe1.fr. C'est Fabrice Fougerouz qui réalise ce soir cette émission. Bienvenue sur la libre antenne d'Europe 1, votre libre antenne. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et c'est Damien qui a composé le 39-21 pour démarrer cette libre antenne ce soir. Bonsoir Damien. Bonsoir Jean. Comment allez-vous depuis hier soir ? Toujours bien. Toujours bien. Et Bon. vous ? Eh bien, écoutez, ça va également très bien. Je suis heureux de vous retrouver ce soir, Damien. Je rappelle, pour les personnes qui nous écoutent, que on s'est brièvement parlé hier soir. C'était la fin de la libre antenne. Donc, je refais un petit peu le tableau de la situation. Puis comme ça, vous me dites, si j'ai bien compris ce qui se passe. Damien, vous avez 20 ans. Vous vivez avec votre maman, votre frère jumeau et votre grand frère de 27 ans. Vous vivez tous ensemble. Vous n'avez pas de nouvelles de votre papa depuis l'âge de vos 13 ans. Vous le voyez plus tellement. Donc vous vivez ensemble comme ça tous les quatre. La maman, l'aîné de 27 ans et puis vous et votre frère jumeau qui avait 20 ans. Et ce qui vous agace en ce moment, c'est ce que j'ai retenu, vraiment ça vous agace, ça vous embête, c'est que vous avez le sentiment que il est très très difficile pour vous de sortir, de vivre une vie de jeune homme de 20 ans classiquement, parce que votre maman est très très difficile, vraiment il faut négocier apparemment des heures pour pouvoir sortir, c'est ça ? Exactement, je n'aurais pas dit mieux. Vous n'auriez pas dit mieux, d'accord. Et alors, ça m'a beaucoup touché notre échange à ce propos hier. Je me demandais, je me souviens vous avoir entendu dire que votre frère jumeau, donc c'est ce qu'on appelle un faux jumeau, c'est un jumeau hétérozygote, donc vous êtes encore plus différent que des jumeaux homozygotes. Et je me souviens que vous êtes très différents. Et je me souviens, vous me dites si j'ai bien compris que vous êtes vraiment très, je dirais très raisonnable. Vous faites vraiment tout bien, alors que votre frère jumeau, c'est un petit peu l'enfant roi de la famille. Il attire beaucoup d'attention sur lui, c'est ça ? Exactement. Après, attirer l'attention, l'expression que j'ai employée est peut-être un peu trop péjorative, connotée négativement. Il attire pas l'attention en tant que problème. C'est clairement pas un problème. C'est juste que il y a vraiment une dissymétrie entre nous. Enfin, moi, je suis vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules, de raisonnable, et lui, c'est quelqu'un de très sympa, très gentil, très sociable, qui est rêveur, qui a pas vraiment la tête sur les épaules, qui fait un peu tout à l'arrache et D'accord.
il y a vraiment une différence de tempérament, mais il attire pas l'attention en tant que problème. C'est clairement pas un problème. On a tous entre guillemets un comportement pas exemplaire, mais on a un bon comportement. Oui, je vous sens assez équilibré, oui, en effet. Et alors, je me demande justement comment ça se passe quand votre frère jumeau a envie de sortir. C'est compliqué aussi, ça se passe comment? Oui, alors là, vous touchez du doigt quelque chose qui est très important aussi, c'est que lui, il n'est pas obligé de négocier des heures durant pour avoir le droit de sortir. Ah c'est fou ça, comment ça se fait? Oui, c'est fou. Et écoutez, je saurais pas vous le dire. Et c'est d'ailleurs, ça a été souvent une cause de dispute entre mon père et ma mère, d'aussi loin que je me souvienne. C'est que oui, c'est vrai que ma mère faisait souvent des différences entre nous deux, en fait. Ah oui, alors ça, c'est quand même, c'est pas banal. Alors, est-ce que vous avez un exemple, une situation classique, peut-être même récente, d'une sortie comparable pour laquelle votre frère a eu l'autorisation et vous pas, par exemple? Ah oui, alors les exemples sont multiples, ça, c'est pas ce qui manque. Non, mais en gros, vous avez raison de demander un exemple, c'est toujours plus éloquent que des longs discours. Par exemple, il m'arrive souvent, vous savez, dans la vie, il y a des choses qui se font à la dernière minute et finalement, j'ai une amie qui se libère et on est vers 18h-19h pour rester succinct dans le portrait. D'accord. Donc, on est vers 18h-19h, j'ai une amie qui finalement s'est libérée, qui me propose de dîner avec elle. D'accord. Là, on est quel jour, par exemple? On est samedi soir, on est mercredi, on est quoi? On serait plutôt en jour de semaine. Plutôt un jour de semaine, d'accord. J'ai eu la chance d'être en vacances très tôt cette année, donc du coup, par exemple, en juin, un jeudi en juin, ça s'est passé donc, mais là, est-ce que vous êtes à l'université, Damien, c'est ça? C'est ça, oui. Donc effectivement, au mois de juin, vous étiez déjà en vacances, donc vous n'avez plus les cours, donc vous êtes un peu relax, et donc c'est jeudi soir, au mois de juin, une copine au dernier moment qui dit tiens, est-ce que ça te dirait qu'on aille manger ensemble, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc elle me propose, ça s'est fait à la dernière minute évidemment parce que dans la vie on ne maîtrise pas toujours tout. Donc forcément c'est avec joie que j'accepte, mais bon, toujours un peu avec, vous savez, cette épée de Damoclès qui pend au-dessus de moi en me disant oui mais bon voilà, moi je suis toujours obligé de demander la permission, je dois toujours négocier des heures durant, ce qui semble être une simple formalité chez quasiment tous les gens de mon âge, ça s'avère être le parcours du combattant chez moi, ce qui fait que j'accepte, mais toujours et je le précise bien en message quand je le dis à mon ami, sous réserve que ma mère accepte. D'accord. Donc je lui dis moi t'as ma réponse, bien évidemment oui. Ouais. Et du coup j'appelle tout de suite ma mère pour lui expliquer que je vais juste dîner dans un restaurant et je rentre pas tard, souvent avant 22h quoi. D'accord. Ça semble être une heure raisonnable, surtout en juin ou à 22h, mais en fait il fait encore jour, voilà, exactement. Voilà. Ça semble raisonnable, oui. Et qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas l'impression de passer pour un foilier. Alors ce qui se passe, c'est que ma mère elle est vraiment très négative, très pessimiste et ça tend sérieusement à être agaçant parce que moi je suis toujours jovial, optimiste et chaque fois que je lui parle, au final elle détruit mon moral quoi et c'est peut-être un peu violent, mais c'est vrai que à chaque fois que je ressors de nos conversations, je ressors déprimé en fait. À chaque fois de notre conversation, je ressors déprimé. Et quand je l'appelle pour lui expliquer que j'aimerais sortir avec mon ami et que je rentrerai pas tard promis, elle accepte mais difficilement, mais toujours en étant négative, en disant à 22h, c'est tard, on sait pas ce qui peut se passer, dehors c'est dangereux, ou elle me sort des répliques un peu complètement farfelues en mode tu sors trop, alors que de tous les gens de mon âge, je suis peut-être celui qui sort le moins, mais vraiment, et surtout même, je suis vraiment d'un tempérament, je sors pas beaucoup, mais quand je demande à sortir, j'aimerais vraiment avoir ce droit, vu que j'en abuse pas. Donc, Alors, si je comprends bien, votre maman accepte, elle vous laisse partir, elle ne vous séquestre pas, et si je comprends bien, ce qui vous chagrine, ce n'est pas tant que c'est difficile d'obtenir l'autorisation, c'est plutôt qu'elle est très négative. C'est ça finalement qui vous embête davantage, non? Autant les deux quand même. Qu'elle soit négative, pessimiste, après tout c'est sa vie. Enfin chacun voit. Comment ça va la vie de votre maman d'ailleurs, Damien? La vie de ma maman, c'est une vie un peu banale, sans fantaisie quoi. Sans fantaisie? Oui, sans fantaisie. Pourtant j'aurais tendance à imaginer qu'avec 3 garçons à la maison, il doit y avoir pas mal de fantaisie quand même, non? Oui et non. Bien qu'on ait été élevé en grande partie par notre mère en tant que famille monoparentale, je dois dire qu'elle a plutôt bien réussi. Franchement, on a tous de bons comportements. C'est ça, ouais. Il n'y a pas vraiment de fantaisie. On se tient à carreau. On est sans être vraiment au garde à vous, on est vraiment normal, quoi. Il y a pas vraiment de tension partie. Enfin, au quotidien, s'il y en a, mais parce qu'elle se les invente en fait. C'est vrai que ma mère, c'est tout un personnage et
s'il fallait en parler, j'épiloguerais pendant des heures, mais je suis pas venu pour ça. Enfin, pas pour ce problème particulièrement, mais plus pour un autre. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de tensions au quotidien qui n'ont pas lieu d'être parce que la plupart des problèmes, elles se les inventent en fait. C'est pour ça que je m'autorise à vous parler de votre maman, Damien, parce que manifestement, vous exposez on va dire un problème, une difficulté, et de ce que je comprends, elle est partie prenante de ce problème, votre maman. Ah oui. Hein? Oui, effectivement. Si vous deviez d'ailleurs définir ce problème, parce que donc on est parti sur l'idée qu'elle vous empêchait de sortir. Là, de ce que j'entends, elle vous laisse sortir quand même. C'est juste que c'est un peu compliqué. Oui, non, mais là, je précise, c'est pour des sorties lambda, quoi. D'accord. Là, c'est une sorte. Déjà, je trouve quand même ahurissant de devoir demander à 20 ans la permission de sortir et de rentrer avant 22 heures. Alors que j'ai 20 ans, ça, je trouve ça ahurissant. Et on parle quand même de sorties hyper banales, quoi. Une sortie. Alors, vous trouvez ça ahurissant? Et alors, ça veut dire que vous aimeriez que ça change, peut-être? Et oui, évidemment, oui, j'aimerais que ça change, oui. Et qu'avez-vous tenté jusqu'à maintenant pour que ça change, alors, Damien? Pas grand chose en fait. Pas grand chose. Comme je vous le dis, en fait, finalement, à y réfléchir, à y regarder de plus près, il y a que moi qui subis de plein fouet cette situation. Mon grand frère de 27 ans, lui, il en est débarrassé, il est passé sous les fourches codines, donc à ce niveau-là, lui, il est plus concerné. Mon frère jumeau, c'est un peu l'enfant roi, donc quand il demande, il a pas à palabrer des heures pour obtenir ce qu'il veut. Lui, au final, il a systématiquement 99% du temps, il a ce qu'il veut sans avoir à palabrer, quoi. Donc, d'accord. Au final, il n'y a que moi. Donc, finalement, je me retrouve un peu seul contre tous. Et c'est difficile un peu de tenir tête, finalement, non pas à une personne, mais à 3 personnes. À 3 personnes, parce que du coup, après, forcément, ils ont une fâcheuse manie à se mêler de ce qui les regarde pas. Et quand je parle à ma mère, c'est vrai qu'après, finalement, ça devient conseil de famille où tout le monde se lit contre moi, tout le monde essaye de donner son avis sur ma sortie, alors que finalement, non, ça les concerne pas. Donc, vous avez le sentiment, d'accord, que c'est pas le temps, finalement, juste vous et la maman, c'est vraiment, c'est vous et les 3 autres, tout compte fait. Oui, mais c'est quand même elle qui cristallise toutes les tensions, donc... C'est-à-dire que je voudrais pas vous donner de mauvaises idées, Damien, surtout pas. Hein. Vraiment, je vous imagine, un garçon très raisonnable et voilà. Les concerts ne sont pas les payeurs. Et voilà, exactement. Simplement, là, de ce que j'entends, c'est sûr que vous êtes dans une phase un peu de transition. C'est-à-dire que si on imagine, un enfant demande l'autorisation à sa maman pour sortir, c'est normal, c'est un enfant. Un adulte, typiquement votre frère aîné de 27 ans, lui, il ne demande plus l'autorisation parce que ça y est, il est adulte et voilà, il est autonome. Et vous, Damien, vous avez effectivement 20 ans, donc vous êtes dans une phase encore un peu comme ça de transition. Vous n'êtes plus un enfant et vous n'êtes pas encore un adulte de 27 ans. Donc vous êtes dans une phase où finalement, la nature des relations avec votre maman et notamment la nature des règles en vigueur entre votre maman et vous, et même les règles en vigueur, je dirais, à la maison, sont en train peut-être de se transformer. Oui. Vous me suivez par rapport à ça, oui, n'est-ce pas? je vous suis. Voilà. Je vous suis, oui. Et donc la maman, si on essaye de faire preuve un peu d'empathie, vous et moi, et qu'on se mette un peu à sa place, c'est sûr que on est tous pareils, si vous voulez. Et là, c'est vraiment le psychothérapeute qui vous le dit. Nous n'aimons pas tellement le changement. Ça, c'est quelque chose, on appelle ça l'homéostasie. C'est très rassurant, un système stable qui ne change pas. Et c'est toute la difficulté, d'ailleurs, dans la psychothérapie au sens large, c'est que n'importe qui va voir un thérapeute pour lui dire « aidez-moi à changer, mais surtout ne touchez à rien ». Parce qu'on ne veut pas changer les choses. Et en même temps, on a envie que ça change, bien sûr. Oui. Et donc, si on se met à la place de votre maman, bien sûr, on peut comprendre de dire, sûrement que dans sa tête, vous êtes encore un peu son bébé. Donc elle, si vous voulez, ça lui va bien d'avoir un Damien qui lui demande, est-ce que je peux aller dîner avec ma copine? Est-ce que je peux voir mon copain? Est-ce que je peux faire ceci, cela? Elle, si vous voulez, ça lui convient certainement, ce système. Donc elle n'a pas envie que ça bouge. Et en même temps, vous, c'est normal, vous faites votre travail, entre guillemets, de jeune adulte, de dire maman, j'ai 20 ans là, voilà, j'ai plus 10 ans et demi. Donc ce que j'aimerais comprendre avec vous, peut-être même envisager, c'est savoir comment est-ce que vous pouvez peut-être aider votre maman à changer un petit peu les règles entre vous. Vous avez très bien résumé la situation. C'est vrai que je suis dans une phase qu'on appellerait peut-être adolescent, donc plus tout à fait adolescent, mais pas encore adulte. C'est ça. Voilà. Donc une phase adolescente. Après, je vous suis, mais les théories que vous me dites,
dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes, elles tiennent tout à fait la route. Mais avec ma mère, je suis pas sûr qu'on soit dans ce cas-là. C'est intéressant. Non mais pas. Oui, allez-y. Dites-moi, non, je vous écoute, dites-moi, ça m'intéresse. Non mais vous dites que vous dites d'un côté qu'elle n'aime pas le changement. Bon, je suis d'accord, personne n'aime le changement, mais en même temps, après, faut quand même avoir les idées en place. Et je demande pas la révolution, juste ce qui semble être une évidence pour quelqu'un de 20 ans, à savoir le droit de sortir quand il veut, tout en respectant quand même certaines règles de base, c'est-à-dire pas rentrer à 3 heures du matin, quoi. Ben, là, vraiment, je vous rejoins à 400%. Je vous trouve complètement légitime dans votre demande, et en même temps, je vous entends me dire que voilà, du côté de la maman, ça bloque un petit peu, ce qui n'est pas le cas du côté de l'aîné de 27 ans, et pas le cas non plus du côté du frère jumeau. Et voilà. c'est là que je voulais justement rebondir sur ce que vous disiez. Enfin, dans ce que vous dites, il y a du vrai évidemment, mais chez ma mère, je suis pas sûr qu'on soit vraiment dans cette optique-là, parce que si vraiment on place ma mère dans ce que vous dites, théoriquement, ça devrait être aussi le cas pour mon frère jumeau. Or, ça ne l'est pas. Alors justement, ça me semble très intéressant. Ce que je vous suggère, Damien, si vous voulez bien, c'est de rester en ligne. On va faire une courte pause et vous restez en ligne, et comme ça, on se retrouve juste après. On fait comme ça ? D'accord, on fait comme ça. Eh ben, c'est super. À très vite. À très vite. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Europe 1. Et on se retrouve sur la libre antenne avec Damien, qui est toujours en ligne. Bonsoir, Oui, Damien. Toujours. Bonsoir. Oui. Donc effectivement, vous avez raison. Quand on s'est quitté, vous faites une bonne analyse. Vous dites, voilà, la maman, elle n'est pas pareille avec mon frère jumeau qu'avec moi. Et donc, justement, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention en douceur, Damien, c'est que on a les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ça, c'est un fait. Bon. Donc, là, la maman, elle ne bouge pas, c'est la même. Donc, la seule personne qui change, en l'occurrence, eh bien, c'est l'interlocuteur. C'est soit votre frère, soit vous. Et les résultats sont différents avec votre frère. Donc, on peut imaginer que peut-être il s'y prend différemment. Peut-être, j'ai pas l'impression qu'il tente quoi que ce soit, en fait, justement. J'ai pas l'impression qu'il a une stratégie bien rodée pour arriver à ses fins. Par exemple, pour reprendre, justement, vous avez eu la bonne idée de vouloir comparer deux situations comparables. Donc, par exemple, quand il s'agit de mon frère, par exemple, quand il doit dîner ou sortir dehors, en fait, il prévient même pas, il demande même pas l'autorisation. D'accord. Et il y va, voilà, tranquillement. Après, je peux pas lui jeter la pierre parce que c'est ce que tout individu de mon âge ferait, en fait. Et alors, il se contente juste de réagir normalement. Et au final, en fait, il en ressort un peu les mains propres. Ma mère ne l'inquiète pas quand il rentre à la maison. Alors, elle lui tombe pas à bras raccourcis pour... je me demande bien, Damien, ce qui vous empêche, par exemple, d'adopter le même genre de comportement. Ah, mais rien ne me l'a empêché. J'ai même essayé, d'ailleurs. Ah. Mais c'est sans succès. Enfin, oui, évidemment. J'entends que votre frère, il sort sans demander l'autorisation. Et que manifestement, voilà, il n'est pas foudroyé par le courroux de la maman. Et vous avez fait la même chose, alors, si je comprends bien, déjà. Et avec des résultats, bon, quand même, sans appel. Évidemment, je me fais limite admonester place publique. Enfin, elle part dans des grandes considérations, oui. Après, elle essaye toujours d'utiliser des arguments rationnels du style, bon, voilà, t'es sous mon toit, donc, tu fais ce que je te dis de faire, même si t'as 20 ans, même si t'es majeur. T'es pas dispensé de respecter les règles du foyer, mais bon, règles qui sont bien souvent interprétation personnelle et qui varient d'une personne à l'autre. Et quand voilà, la loi est à géométrie variable. Et alors, je vous sens extrêmement rationnel et justement très lucide sur ce qui se passe. Quand vous lui exposez justement cette différence de traitement, comment réagit-elle ? Ah, c'est là que ça devient intéressant parce que soit elle réagit pas et elle s'enferme dans son mutisme, c'est-à-dire qu'en fait finalement elle dit plus rien et elle tourne les talons, elle va dans sa chambre, donc ah oui, donc là il y a vraiment un truc, hein. Oui, mais je sais qu'en abordant ce genre de sujet je touche un point sensible parce que il y a un truc là, ouais. Et j'allais dire quelque chose mais j'ai oublié. Oui, non, mais du coup, oui, forcément, j'ai essayé la méthode, j'ai essayé de faire comme mon frère le fait, mais elle part dans des grandes considérations. Et quand j'en viens justement à lui montrer que ce que je fais, en fait, finalement, c'est logique et que je me comporte ni plus ni moins comme quelqu'un de mon âge, là, c'est vrai qu'on atteint un peu le degré zéro de la pensée, quoi. Non, mais là, de toute façon, voilà, je trouve ça très intéressant, ce que vous expliquez, Damien. C'est-à-dire que typiquement, le fait que finalement, vous êtes dans une relation, un échange tout à fait normal. Et puis, lorsque vous pointez
le problème en réalité. Hein. Lorsque vous dites à votre maman, voilà, écoute, je comprends pas, regarde, il y a une différence de traitement entre mon frère et moi. Là, de ce que je comprends, l'échange s'arrête. Hein. Elle se tait, elle part dans sa chambre. Donc là, c'est vrai que typiquement, de ce que je comprends, ça veut dire que là, il y a un problème de son côté à elle. Hein. Voilà, il y a un problème. Donc là, vous avez une idée, vous, de ce que ça peut être, ce problème ? Non, j'en ai absolument aucune idée. Écoutez, je vous avoue que ça reste quand même un grand mystère. Je ne me l'explique pas, mais... Est-ce que peut-être, je ne sais pas, moi, votre frère a eu peut-être un jour un accident, ou au contraire, c'est vous un jour qui avez eu un souci et il s'est passé quelque chose, un événement qui pourrait différencier l'un de l'autre ? Pas plus particulièrement. Comment dire, après... on a eu tous les deux des accidents dans la vie. Bon, heureusement, on en est ressorti indemne, mais... il n'y a pas plus de raison de s'inquiéter pour moi que pour mon frère ou inversement. Après, ce que vous dites, après il y a quand même une donnée que j'aimerais ajouter qui pourrait peut-être éclairer en partie notre problème, c'est que on est tous unanimes dans le constat, y compris mon père à l'époque. Ma mère, elle a quand même un sacré problème. Elle est vraiment, j'ai pas envie de dire qu'elle est folle, c'est un peu trop fort, mais elle est quand même dérangée par moments. Qu'est-ce qui vous fait dire ça alors, par exemple ? Elle a des réactions et des raisonnements qui sont complètement incroyables et je me dis souvent que si ça n'avait pas été ma mère, qu'est-ce que j'en aurais pensé ? Et le constat est sans appel. C'est vrai que il y a quelque chose qui tourne pas rond chez elle. C'est ça qu'elle est un peu... Il y a tout un tas de faisceaux de. Ça part déjà des réactions du quotidien. Par exemple, justement, quand vous me dites, quand vous abordez le sujet et essayez de pourquoi avec mon frère c'est comme ça et pas avec moi, finalement on rentre dans des considérations. Ça prend des proportions absolument délirantes. Elle se met à dire que je la ménage pas tandis que moi j'essaie d'argumenter avec de vrais arguments, une vraie pensée cohérente et articulée, elle fait sentir au niveau du café du commerce, quoi, avec des arguments qui tiennent pas la route. Je sais même pas si on peut appeler ça des arguments. Ou alors elle rentre dans des grandes tirades, et au geste théâtral. Vraiment c'est la commedia dell'arte à chaque fois. Oui, d'accord. Elle théâtralise un petit peu les choses. Voilà, exactement. D'accord. Et souvent, moi j'essaie vraiment d'avoir un débat, de vraiment réfléchir, d'amorcer une réflexion sur ce qui me semble être un problème. Bien sûr. Et finalement, en fait, tandis que moi j'argumente, je fais réfléchir mon cerveau, trouver des arguments, essayer de contrer ces arguments, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'arguments de son côté. Et c'est pas vraiment un débat qui s'ensuit, mais vraiment un échange émotif. Bien sûr. Elle transforme tout débat ou chose qui fait un minimum intervenir l'intellect en échange émotif où elle essaye de persuader plus que de convaincre. Elle essaie vraiment de verser dans le pathos, mais bon, moi, sans être un cœur de pierre, je suis vraiment pas sensible à son petit numéro et j'ai bien compris que c'était un petit manège pour justement détourner l'attention des vraies discussions et des vrais problèmes. Oui, de toute façon, je trouve que vous faites une description très très juste de la situation et en même temps, je veux dire, c'est assez classique, en tout cas de ce que je comprends. C'est vrai que c'est un peu un truc de psy, pour voir si vous voulez où est-ce que se trouve le problème d'une personne. Eh bien, justement, le truc, c'est de regarder à partir de quel moment la personne quitte le rationnel pour entrer dans l'émotionnel, effectivement. Ce que vous décrivez, typiquement, c'est que vous êtes dans un échange tout à fait argumenté, tout à fait serein, et puis à un moment, quand vous mettez le doigt sur le point compliqué pour votre maman, manifestement, là, ça s'arrête, ou alors elle se met à théâtraliser, ou alors elle part dans sa chambre. Donc en fait, ça coupe l'échange. Donc ça veut dire effectivement que c'est son sujet à elle. Alors c'est sûr que c'est compliqué pour vous parce que vous êtes effectivement son fils, vivant sous son toit, pas complètement encore autonome. Donc c'est vrai que c'est embêtant. Et en même temps, manifestement, il y a quelque chose pour elle là qui est trop difficile. Manifestement, elle n'est pas en capacité de mener un échange rationnel et cohérent sur ce sujet des sorties. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Est-ce que, comme vous dites, est-ce qu'elle vous surprotège ? Est-ce que dans sa tête vous êtes son bébé ? Dites-moi. Je vous écoute. En fait, je suis même pas sûr que ce soit vraiment de la surprotection, vraiment, parce que c'est vrai que c'est vraiment une situation qui me pèse au quotidien et j'aborde vraiment une réflexion dans ma tête en me disant, est-ce que c'est vraiment de la surprotection ? Mais non, je pense pas que ce soit vraiment de la surprotection. Après, je suis pas psy, je vais pas non plus me lancer dans de la psychologie de comptoir, mais si ça avait été vraiment dans une optique de surprotéger quelqu'un, il y aurait de l'amour, il y aurait
enfin, il y aurait des petits gestes attentionnés. Enfin, là, on est vraiment dans rien de tout ça, quoi. C'est juste, voilà, j'impose ma loi, tu sors pas et puis c'est tout. Et il n'y a pas de geste affectueux ou quoi que ce soit. Ou, alors là, vous savez, c'est ça qui me fait que c'est ça qui me fait penser que c'est pas de la surprotection. C'est juste interdire pour interdire. Et voilà, j'ai dépassé le stade de l'enfant de 5 ans qui est incapable de comprendre quand on l'interdit. Voilà, j'ai 20 ans. Et il y a des interdits qui me semblent tout bonnement inacceptables parce qu'à 20 ans, on a quand même le droit de sortir. De toute façon, ce droit, manifestement, vous savez l'obtenir, et puis dans le pire des cas, voilà, vous avez la solution de votre frère. Maintenant, bon, oui, sur l'amour, c'est très compliqué, hein, vous savez, c'est vrai que les parents, de toute façon, les parents projettent sur leurs enfants tout un tas de choses, tout un tas de vécus personnels, tout un tas de choses comme ça. Bon, vous avez le sentiment que peut-être c'est une mauvaise façon d'aimer. Bien sûr, je le regrette pour vous. Maintenant, moi, je vous entends très rationnel, Damien, très très lucide, et c'est sûr que vous faites partie des quelques rares personnes sur cette terre pour lesquelles votre maman peut changer, peut se transformer. Et vraiment, j'aime croire que vous allez réussir à améliorer cette relation entre vous. C'est sûr, je vous sens malgré tout bien parti. Alors, par exemple, il y avait un exemple justement que je voulais aborder justement la veille, mais que du coup on n'a pas eu le temps de. Alors un dernier exemple, alors Damien, parce qu'après je dois prendre une autre auditrice. Dites-moi, Damien. Alors le dernier exemple. Par exemple, donc du coup j'ai 20 ans, je suis boursier. Ouais. Donc du coup le Crous me verse une bourse tous les mois sur mon compte. Ouais. Et en fait, jusqu'à cette année, en fait, j'avais pas du tout le droit de toucher cette bourse. En fait, j'avais pas le droit de toucher mon propre argent. Ce qui fait qu'en fait, la banque, du coup, quand on est majeur, la banque nous délivre une carte bancaire que l'on peut utiliser pour ses achats ou autres. Et ma mère l'avait intercepté. En fait, il m'avait fait croire pendant quasiment toute une année que j'avais pas de carte bancaire et que de toute façon, il était hors de question que je touche mon argent. Et je m'étais retrouvé dans une situation. Et c'était vraiment là le point déclencheur de toutes mes réflexions. Donc c'était au restaurant universitaire. Donc le restaurant universitaire ouvre et ferme à des heures précises et malheureusement il y a des queues à n'en plus finir. Et ce qui fait que des fois le restaurant universitaire ferme alors qu'en fait tout le monde n'a pas pu manger parce qu'il y avait énormément de queues. Sauf que dans ces cas-là, les gens de mon âge, ce qu'ils font, c'est que quand le restaurant universitaire ferme alors qu'ils n'ont pas pu manger, ils peuvent aller aux alentours, au fast-food alentours. Ils vont au fast-food alentour pour manger, donc du coup ils utilisent leur argent. Sauf que moi, ce jour-là, j'avais pas de carte bancaire et jusque-là, à trop fréquenter ma famille un peu qui édicte des règles un peu farfelues, je sais vraiment plus vraiment où placer le curseur et à distinguer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Et quand mes amis m'ont invité au fast-food, ils m'ont dit t'as qu'à manger au fast-food. Je leur ai dit mais avec quel argent? Et ils m'ont dit avec ta carte bancaire. Et ils m'ont dit ça ça semblait vraiment frapper au coin du bon sens. Et moi je fais non attendez les gars, j'ai 20 ans mais j'ai pas ma carte bleue quoi. Et moi je pensais que c'était vraiment le cas pour tout le monde. Et là ils m'ont regardé avec des yeux vraiment écarquillés. Comment ça t'as pas ta carte bancaire? Nous on l'a depuis 18 ans. Tous les gens de notre âge ont une carte bancaire. Et c'est vraiment là que j'ai remarqué qu'on ne me traitait pas comme les autres enfants de mon âge. Et justement, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur parce que ma mère, elle essaye vraiment d'en jouer sur ça aussi. Elle sait vraiment que je suis en proie au doute et que je me remets toujours en question. Et elle essaye de me faire comprendre que finalement, ce qui me semble être légitime pour moi, en fait, ça relève d'un caprice d'enfant gâté. Je voulais avoir votre avis. Je pense qu'effectivement, on a fait, je pense, le tour de la situation. Manifestement, il y a quelque chose qui est que votre maman est dans l'incapacité de vous considérer tel que vous êtes, c'est-à-dire un jeune homme de 20 ans qui a vraiment qui mérite l'autonomie, qui en a besoin et qui le mérite. Voilà, elle a du mal avec ça. Et ce que je vous souhaite, Damien, c'est de réussir en douceur à vous positionner comme justement le jeune adulte que vous êtes. Vous savez qu'il faut être deux. Pour qu'une relation comme ça justement fonctionne, il faut être deux. Donc manifestement votre maman est en incapacité justement d'aller dans le sens de la transformation, et donc c'est peut-être à vous, Damien, en douceur, de faire le travail, quitte justement à forcer un petit peu les choses. Je vous sens justement très très lucide, très cohérent, très raisonnable, et c'est vrai que là, la vie vous fait un petit peu travailler avec cette situation, parce que là, votre maman manifestement bloque, parce que dès que vous mettez le doigt sur le point sensible, l'échange s'arrête. Donc c'est bien que là, il y a vraiment une problématique pour elle, et en même temps, vous avez votre vie de jeune homme à faire, et c'est un
là, vous êtes en train de traverser une étape justement vous êtes en train d'obtenir, de gagner votre autonomie. Et je vous souhaite de le faire en douceur. Oui, merci. Après, ce qui me servira de mot de conclusion, tout ce que vous dites, j'ai vraiment essayé de faire les choses en douceur, j'ai vraiment essayé de la persuader, j'ai vraiment testé tout ce qui est possible et inimaginable pour parvenir à mes fins. Et il y a un moment, on arrive à un point de non-retour où tout ce qui est en mon pouvoir n'a pas marché et j'en ai marre de toujours élaborer de nouvelles tactiques pour obtenir ce qui me semble être une évidence. Et j'en ai marre de m'épuiser dans ce genre de... La douceur ne fonctionne pas sans fermeté. C'est vraiment le chemin de crête, la ligne délicate, c'est de réussir à embrasser ensemble douceur et fermeté. Donc je vous souhaite de travailler la fermeté en douceur, Damien. Merci, je vais essayer. Je vais réessayer. Ça fait plaisir. Très bonne soirée. Merci, très bonne soirée. Merci Damien. Au revoir. Au revoir. La libre antenne sur Europe 1. Jean Dorido. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et nous continuons la libre antenne sur Europe 1 avec Laurence qui a fait le 39-21. Bonsoir Laurence. Bonsoir à vous, merci de me prendre à l'antenne. Ça fait plaisir. Je vais vous raconter un petit peu ce qui m'amène. Oui, dites-moi. Voilà. Alors, il vient de m'arriver quelque chose de très heureux, c'est que j'ai enfin rencontré quelqu'un qui semble bien sur un site de rencontre. D'accord, très bien. Mais sur ces sites de rencontre, comme c'est le troisième que j'essayais, j'ai vite compris que les gens mentaient beaucoup. Enfin, moi je suis une femme, je cherchais un homme, donc je suis très vite aperçue que les hommes mentaient sur leur âge, truquaient leurs photos, etc. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment très monnaie courante. D'accord. Moi, de mon côté, tout le monde me dit que je suis plus jeune, etc. Bon, quel âge avez-vous, Laurence ? Eh bien, je vais attraper 62 ans. Vous allez attraper 62 ans, d'accord. C'est terrible. Oui. Et donc, voilà. Donc, j'ai mis 10 ans de moins, carrément. Oui. Aussi parce que j'ai des problèmes avec le calcul et je me suis dit, 10 ans, si on me pose des questions, ce sera plus facile à calculer. C'est plus facile. Oui, vous avez raison. Voilà. Et est arrivé quelque chose j'en ris avec mes amis, etc. Mais ça me crée un problème, c'est que l'homme que j'ai rencontré, lui, n'a pas triché. D'accord. Et dès le premier rendez-vous, il m'a dit qu'il avait fait d'autres rencontres, que la dame lui avait dit qu'elle avait menti sur son âge, qu'elle était beaucoup plus vieille, et lui, vraiment, s'était offusqué et n'avait pas donné suite. Alors, je me suis sentie mal quand il m'a dit ça. On est revenu plusieurs fois sur le sujet. Ça veut dire que vous l'avez rencontré en vrai, ce monsieur ? Oui, quand je l'ai rencontré en vrai, oui. Quel âge a-t-il, lui, alors ? Donc 52. Ah, lui, il a 52 ans, d'accord. Bon. Voilà. Et donc, plusieurs fois, on est revenu sur le sujet. Et moi, je suis affreusement gênée. Vous êtes gênée, oui, bien sûr. Très, très gênée, parce que je me dis, si je lui dis, ça peut casser tout. Vous pensez, oui. J'ai peur, je le connais pas. C'est quand même, il y a des gens qui sont très sincères, qui n'admettent pas le mensonge. J'imagine, ça me fait un peu peur. C'est-à-dire que vous l'avez rencontré quand, ce monsieur ? Déjà, on a communiqué beaucoup par mail. D'accord. Et ensuite, on s'est rencontrés donc au mois de juin. D'accord. Et puis là, on part en vacances la semaine prochaine. Ah oui, c'est une affaire qui roule, comme on dit. Oui, ça roule. C'est vraiment inespéré. Ça, c'est vraiment très chouette. Ah, c'est extra. Et c'est vraiment le seul nuage. C'est-à-dire que là, c'est vrai que c'est un petit peu délicat parce que là, j'imagine que vous aimeriez que cette histoire continue à s'épanouir. Bien sûr, exactement. Oui. Oui. Donc là, quand même, je ne sais pas, moi, comment vous voyez l'avenir, là, Laurence ? Eh bien, moi, je suis très embêtée parce que déjà, pour faire connaissance, il faut se parler beaucoup. Ouais. Et moi, je risque sans arrêt de me couper. En plus... vous risquez, pardon, de me couper, c'est-à-dire de dire quelque chose qui va faire éclater la vérité. D'accord, de faire une erreur. Eh oui, voilà. Les pieds dans le tapis, quoi.
Ah oui, et puis je suis une gaffeuse en plus, donc ça risque d'arriver encore plus vite. Là, effectivement, je pense que c'est un petit peu, c'est un petit peu très anxiogène comme situation si vous êtes gaffeuse. Oui, c'est très embêtant. Quand même, ouais. Et en plus, c'est pas dans la nature de mentir, mais j'avais fini par prendre ces sites un petit peu avec d'une façon plus légère, pas trop. Je me prenais pas trop la tête avec ces sites, et puis je prenais ça un peu à la légère. C'est vraiment la bonne surprise, quoi. C'était très inattendu de rencontrer ce monsieur, en fin de compte. Oui, complètement, parce que je finissais par ne plus y croire. Parce que j'avais rencontré des tas d'hommes vraiment qui n'avaient pas du tout le but annoncé, ou alors qui avaient des défauts gros comme des maisons. Enfin, des défauts gros comme des maisons, d'accord. Oui, c'est-à-dire. Qu'est-ce que c'est un défaut gros comme une maison chez un homme, par exemple. Chez un homme sur un site de rencontre, c'est quand après avoir échangé des mails, après avoir échangé de longues conversations téléphoniques qui se sont bien passées, on décide de se voir. Oui. Et la deuxième question qu'il vous pose, c'est des questions d'ordre sexuel. Alors pour moi, c'est complètement rédhibitoire. C'est un petit peu déplacé quand même à ce moment-là, quoi. Je suis pas complètement fermée. Bien sûr. Enfin, je pense que il y a un temps pour tout, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut quand même apprendre à se connaître un petit peu, quand même. Puis moi, ce que je cherche, c'est une relation sur longue durée. Bien sûr. Pas sur longue durée quand on a 62 ans, quoi. J'ai une réaction par SMS, puisque les personnes qui nous écoutent réagissent au 7 39 21, en commençant par le mot nuit. Et il y a une question que je trouve extrêmement intéressante. Est-ce que vous avez confirmé votre âge de vive voix ? Non. Parce que là, je sens une question, en tout cas c'est ma projection à moi, je sens une question un peu stratégique quand même, vous voyez. Là, je pense que la personne qui pose cette question, je ne serais pas étonné qu'elle se dise, je ne serais pas étonné que cette personne soit déjà dans une espèce de, vous voyez, de scénario comme ça, de dire, voilà, si je n'ai pas confirmé de vive voix, ça laisse quand même pas mal de possibilités quand même pour peut-être quand même sortir de cette impasse du mensonge, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais d'un autre côté, il m'en a quand même parlé. Il m'a parlé de ce problème qu'il avait rencontré. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez, vous pensez que c'est quoi son état d'esprit à ce monsieur ? Vous pensez qu'il est dupe complètement, à moitié, pas du tout ? Je pense qu'il me croit sincère parce que c'est quelqu'un de sympathique. De bienveillant. Ouais. Et moi, c'est pas du tout mon style de mentir. Oui, je vois. C'est vrai que je suis très gênée par ça. Je vous taquine, alors oui, bien sûr. Oui. Et c'est idiot, c'est vraiment idiot. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est idiot ? Je pense pas que ce soit idiot. Enfin, vous êtes dans une relation qui est importante pour vous. Voilà, c'est un peu inattendu. Alors, il y a Maud. Elle y va pas quatre chemins. Maud, elle dit, il faut absolument lui dire la vérité. Ça, c'est Maud. Ça, c'est pas moi qui dis ça. C'est Maud. Oui, mais... Quant à René et Yvan, ils se demandent bien pourquoi Laurence a menti sur son âge. Peut-être qu'ils ont loupé le début de notre échange. Tout simplement. Parce que vous l'aviez expliqué, bien sûr. Non, c'est pas ça, c'est que... Qui a posé cette question-là ? Yvan et René. Ce sont des hommes. Voilà. Ah non, René est une dame. C'est René excusez-moi. Parce que, si vous voulez, sur les sites de rencontres, quand on met son âge, de toute façon, surtout à partir d'un... Moi, si j'avais mis que j'avais 62 ans, j'aurais été contactée par des gens de au moins 70 ans. Oui, je pense que je comprends. Et c'est pas du tout... oui, bien sûr. Et c'est pas du tout mon style. C'est pas que je fasse du jeunisme ou que je sois fière de ma personne, pas du tout. Mais ça pourrait pas marcher, pour tout un tas de raisons. Bien sûr. Je ne recherchais pas spécialement un jeune. Mais bon, là, il se trouve que je suis tombée sur quelqu'un qui est bien, quoi. 52 ans comme vous, quoi. Enfin, comme l'âge annoncé, quoi. Oui, c'est ça. Oui, bon. Alors, et même David, pareil. David, il réagit 7-39-21, il dit, bon, allez, si vous voulez qu'il y ait un avenir possible, faut lui dire. Il a quand même, Laurence, en même temps, si on réfléchit ensemble, c'est vrai que ça paraît quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça me, vraiment en toute, sans présumer de quoi que ce soit, c'est vrai que ça me semble compliqué. Construire une relation satisfaisante, quand même. Ouais. Moi, il me semble. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est-à-dire que j'y tiens quand même, et je voudrais que... oui. Parce que moi, ma stratégie, c'était d'attendre qu'il soit accroché pour qu'ensuite il se dise, finalement... Laurence, est-ce que c'est satisfaisant ça? J'en sais rien. Est-ce que vous pensez que c'est satisfaisant, ça? Moi, j'ai trouvé ça satisfaisant pour moi. Je me suis dit que s'il me trouvait... si on avait vraiment... C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous connaissez la règle d'or, hein, Laurence, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Hein. Oui. Imaginez peut-être l'inverse. Oui. Hein, imaginez que ce monsieur, je sais pas, moi, mente sur quelque chose d'important à vos yeux. Hein, lui, il vous l'a dit, il était très honnête, manifestement. Il vous a dit, pour moi, c'est important l'âge. Beaucoup de dames qui mentent sur leur âge, sur les sites de rencontres. Imaginez que ce monsieur vous mente sur quelque chose d'important pour vous. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous préféreriez qu'il se passe? Qu'il vous avoue rapidement ou qu'il attende comme ça? Oui, c'est vrai, tout à fait vrai. C'est spécial, le mensonge, psychologiquement, vous savez, on parle d'escalade du mensonge. C'est terrible, il y a des faits divers sordides, comme ça. Vous vous souvenez de l'affaire Roman, peut-être? Vous vous souvenez de ça? Ça a été adapté au cinéma, ça a été adapté aussi dans la littérature. Il y a eu un livre qui s'appelle L'adversaire, comme ça. C'est un monsieur qui... c'est une histoire vraie, hein. Un monsieur qui... donc ça commence, il est très jeune, il est en il fait ses études de médecine. Oui. Et puis donc il a déjà une petite amie, il est fiancé. Oui. Et puis donc il va voir les résultats et donc il n'a pas été reçu à ses études. Comme ça, il a loupé son concours. Et donc il rentre et je sais, c'est les parents ou les beaux-parents qui disent bon alors. Et là il fait l'erreur de mentir et dit c'est bon, c'est bon, c'est ok, j'ai été reçu. Et alors, c'est terrible parce que, et c'est là l'escalade du mensonge, c'est que c'est tellement coûteux pour lui de revenir sur ce qu'il a dit, que donc ce monsieur va s'enferrer dans le mensonge, il va mentir comme ça toute sa vie, donc il va faire croire qu'il est médecin, qu'il travaille dans une organisation internationale, vous voyez, à Genève, et en fait, ça se termine de façon tragique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il était, bon là on est dans la psychose, hein, mais si vous voulez, au bout d'un moment, il est tellement enfermé dans son mensonge qu'il a tué toute sa famille, hein, ce monsieur. Donc, si vous voulez, non mais bon, alors on va pas se casser le moral, Laurence, hein, on n'est pas là. Mais là, quand même, je pense, moi, il me semble, puis vous voyez, il y a beaucoup de réactions, hein, au 7 39 21, qui toutes quand même vont dans le même sens et qui semblent quand même être du bon sens, me semble-t-il. Mais c'est votre avis à vous qui m'intéresse. Maintenant, voilà, la réaction spontanée des personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire quand même là, il faut le dire, quoi. C'est quand même, ça semble. Oui, mais si après il prend la mouche et que tout est fini, je serais vraiment très pénible. Bien sûr. Alors, ce que je vous propose, Laurence, si vous voulez bien, c'est que là, on va bientôt se quitter pour les informations. Si vous voulez bien, je vous suggère de rester en ligne pour qu'on reprenne ensuite, après les infos, en douceur, pour pouvoir envisager quelque chose de satisfaisant pour vous. D'accord ? D'accord. On fait comme ça ? Vous restez, hein ? D'accord, je vous remercie. C'est pas un mensonge, hein, vous restez bien, Laurence. Oui, je vous dis, je n'ai menti qu'une fois. À très vite. À très vite. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Il accompagne vos nuits. La libre antenne, Jean Dorido sur Europe 1. Poursuivons cette libre antenne ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Vous appelez Lauriane et Thomas au 39 21 et bien sûr vous réagissez par SMS en envoyant vos messages au 7 39 21. Commencez bien sûr vos textos par le mot nuit. Nous avons beaucoup de réactions ce soir, je vous en remercie et nous reprenons en ligne Laurence avec qui nous nous sommes quittés juste avant les informations. Vous êtes toujours là, Laurence ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Laurence, effectivement, a beaucoup de réactions. Et là, quand même, c'est ce que je vous disais, tout le monde est assez unanime. Quand même, ça semble le plus satisfaisant semble quand même de dire le plus rapidement la vérité, hein, quand même. Hein. Là, vraiment, je passe un temps fou à vous dire le nombre de personnes qui réagit. Alexia, entre autres, hein, qui dit que plus il sera accro, entre guillemets, et plus ce sera difficile quand même pour lui d'apprendre la vérité. C'est mieux de lui dire quand même au plus vite. Une autre personne qui vous conseille de le faire avant de partir en vacances. Hein, ce serait quand même, ça pourrait être ce qu'il y a de plus satisfaisant. Quelle autre option vous voyez, vous, Laurence, dites-moi? Eh bien, je sais qu'il va falloir lui dire, mais voilà. En vrai, je ne sais pas comment lui dire, comment le formuler. Parce que bon, on en plaisante autour de moi. Je dis je vais l'attacher et puis après je pourrais lui dire, elle ne pourra pas se sauver. Alors, mais bon, ça c'est pour rigoler, mais en vrai, je ne sais pas du tout. C'est pour rigoler. Alors, si on fait un peu de psychologie quand même, oui. Hein, Laurence, hein, oui. Dans ce que j'entends, il y a beaucoup d'insécurité hein, quand même. Hein. Il me semble. J'ai l'impression d'avoir une âme très insécure. Ça arrive à plein de gens très bien d'être insécure. Hein. Simplement, vous savez, le souci avec l'insécurité, c'est que c'est un risque de puits sans fond. Hein. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire pour justement combler ce sentiment d'insécurité, en réalité risque de le nourrir au contraire. Hein, typiquement, vous voyez, voilà, vous avez sans doute intelligemment fait ce choix de vous rajeunir de 10 ans parce que ça se fait beaucoup sur les sites de rencontres, voilà, bon, et déjà c'est un problème, vous voyez. Et on peut se dire qu'au départ, ce rajeunissement, sans doute, était dicté par l'insécurité, de se dire je ne suis pas sûrement assez ceci, pas suffisamment cela. Même pas. C'est plutôt une histoire de ces sites de rencontres. C'est plutôt la loi du marché. C'est même pas moi qui pense que moi je m'en fiche. C'est-à-dire que moi je le vis bien. Je vis globalement bien, mais c'est une histoire de ça marche comme ça sur les sites. Les femmes, il faut qu'elles soient jeunes, et puis les hommes préfèrent des femmes jeunes. C'est-à-dire que nous ne saurons jamais ce qui se serait passé si vous aviez mis 62 ans au lieu de 52 ans sur le site. Moi, je pense que j'aurais été fréquentée, j'aurais été contactée par des beaucoup plus vieux. J'entends bien que c'est ce que vous pensez, Laurence. Et c'est là que j'attire votre attention sur le sentiment d'insécurité. Hein, encore une fois, pardon de rendre notre entretien un peu psychologique. Toutefois, précisément, une personne qui est insécure, précisément, elle pense que. Si on prend, je ne sais pas moi, un entretien d'embauche, imaginez une personne très très valable, et la personne pense qu'elle ne sera pas embauchée si elle ne ment pas sur ses diplômes, par exemple. Est-ce qu'elle a raison, cette personne? On ne sait pas. Peut-être cette personne, de par son talent, va rencontrer un employeur qui va lui dire, écoutez, bingo, moi je vous trouve super, je vous embauche, peu importe les diplômes. Simplement, la personne, elle, dans sa tête, avec son insécurité, elle dit non, tu comprends, il faut que je mente sur mes diplômes. Ça ne peut pas passer, parce qu'en réalité, c'est son insécurité, son anxiété, peut-être aussi une mauvaise image qu'elle a d'elle-même, qui finalement lui donne de mauvais conseils en réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai fait ce choix sciemment, pour avoir plus de chances de trouver ce que je recherchais. Je comprends. Là, vous l'avez. Du coup, ça vous a quelque part, ça vous avez été récompensé. Vous avez rencontré un homme qui vous plaît et à qui vous plaisez. Donc jusque là, c'est extraordinaire. Après, c'est la question de dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette impasse? J'insiste un peu sur le mot impasse parce que c'est vrai que ça me semble compliqué. Après, peut-être c'est moi qui projette mes angoisses en fait. Peut-être que vous pouvez tout à fait. Non mais voilà, peut-être vous pouvez rester comme ça très longtemps avec ce secret. Mais enfin, là pour le coup, je pense vraiment, j'en appelle à tous mes confrères psychologues. Quand même, les secrets dans les relations, c'est pas très bon. Non, ça fait pas des jolies choses en général. C'est pas extra. Que ce soit dans les familles, dans les relations, c'est quand même pas très satisfaisant. Vous voyez une autre auditrice qui nous dit, c'est vrai, faute avouée à moitié pardonnée quand même. Oui, mais je le sens un petit peu rigide sur certains sujets. C'est ça bien sûr.
Ben oui, là, c'est-à-dire, comment vous dire, Laurence, encore une fois, hein, en douceur, quelle image on peut prendre? Je le sens un peu rigide. Vous savez, c'est la personne qui dit, tu comprends, je t'ai menti, mais c'est pour te protéger. Vous voyez, on avait Damien tout à l'heure en ligne, et donc la maman, elle est sûrement pleine de bonnes intentions, sa maman. Elle lui donne pas de carte bleue, elle le laisse pas sortir. C'est vrai qu'au bout d'un moment, Damien, il a 20 ans, il dit bon, écoute, maman, là, ça suffit, quoi. Tu vois, j'ai besoin quand même de. Et c'est terrible dans une relation. Bien sûr, on dit tu comprends, j'ai menti, c'est pour pas que t'aies de la peine, c'est pour pas que t'aies du chagrin. Simplement, comment dire, et ça n'est pas satisfaisant parce qu'on réfléchit à la place de l'autre, en fait. Oui, c'est ça. Voyez. Et la maman était en insécurité comme moi je suis en insécurité. Eh ben peut-être, ça se peut. Hein. On a eu beaucoup de réactions d'ailleurs sur Damien. S'il nous écoute encore, ça fait beaucoup réagir des personnes. C'est vrai qu'ils disent que peut-être, il y a eu plusieurs réactions dans ce sens, que peut-être il a un frère jumeau, peut-être dans la tête de la maman, lui, c'est vraiment le cadet. Vous voyez, le jumeau serait l'aîné, et lui vraiment c'est il est resté le cadet, donc un peu pour la maman c'est un peu son bébé. Et puis elle a du mal simplement, ça on le sait bien, quand c'est vrai qu'une relation ça peut étouffer aussi, hein, quand on est trop protecteur comme ça, quand on a peur de la réaction de l'autre, on l'empêche d'être lui-même, c'est pas très satisfaisant quand même, il me semble. Hein. Oui. Moi, il me semble. Hein. Mais là, en fin de compte, c'est pour me protéger moi, c'est même pas pour protéger lui. C'est-à-dire que protéger... C'est un peu égoïste. Vous protéger, ce serait valable, si vous voulez, si ça fonctionnait. Là, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, hein, parce que... comment dire, là c'est une croyance que je vous propose, hein. Comme dirait l'autre, hein, c'est mon avis et je le partage, ça finit toujours par se savoir, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Ouais. Je crois qu'on peut pas tellement durer comme ça sur... Mais si vous voulez, je n'arrive pas à me mettre dans la situation, à imaginer la situation. Je vais faire comme ci, comme ça, je vais faire telle et telle phrase. Ah non, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais si vous voulez, là, on prend un petit peu du temps à échanger ensemble. C'est déjà de choisir une direction, de savoir qu'est-ce qui serait, dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Voilà, c'est déjà de se mettre d'accord là-dessus. Ensuite, la faisabilité viendra plus tard. Mais c'est déjà, je prends le temps avec vous, Laurence, de valider, de dire est-ce que Laurence est d'accord, de dire bon, tôt ou tard, quand même, il faudra bien le dire. Ah quand oui, même. Non, mais c'est clair. Ah, ça, vous êtes d'accord avec ça? D'accord, voilà. C'est clair. Voilà, donc il faut lui dire, on est d'accord. Voilà. Donc la question, c'est comment maintenant, c'est ça? Par contre, ce que je vais faire, c'est que là, on doit passer une semaine ensemble. Ouais. C'est une semaine de vacances, mais c'est aussi une semaine pour se découvrir. Ouais. Et se découvrir, c'est-à-dire c'est-à-dire que on va vivre ensemble pendant une semaine. D'accord. Alors qu'on se connaît assez peu, quoi. Oui. Et donc là, on va voir... Vous n'avez pas passé, par exemple, de week-end encore ensemble, des choses comme ça? Non. Non, ça s'est fait comme ça parce que les vacances sont arrivées très vite. Lui, il avait des choses de prévues, moi aussi. Et je suis pas libre tout le temps non plus. Et donc, moi, je pense profiter de cette semaine le mieux possible pour se découvrir. Parce que bon, il est vraiment, enfin, je le trouve formidable. Vraiment, je pense que j'ai une chance, c'est incroyable, quoi. Parce que je pensais ne jamais réussir. Ça faisait combien de temps que vous étiez célibataire, Laurence? Bien, exactement, si vous voulez, je me suis séparée du père de mon fils en 2004. D'accord, ça faisait 14 ans. Et depuis, j'ai eu une histoire. D'accord. Et de combien de temps? Qui a pas très longtemps. D'accord. 2 mois à peu près, et ça s'est cassé. Et donc j'ai continué. C'est une histoire qui a duré 2 mois, c'est ça? Oui, vraiment, oui. Et comment ça se fait que ça soit cassé au bout de 2 mois? Parce que c'était quelqu'un de pas très bien, je pense. D'accord. Ouais. Et ensuite, si vous voulez, c'est vrai que je suis sur des sites de rencontres d'une façon plus ou moins assidue. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. C'est incroyable, moi je n'y croyais plus. Et donc là, mon projet, c'est de passer cette semaine de vacances ensemble
Et puis d'aborder le sujet à la fin des vacances. Alors écoutez, là vous êtes tout à fait, voilà, c'est vous la personne la mieux placée pour savoir comment faire. Toutefois, c'est-à-dire que c'est comme pour retirer un sparadrap, vous voyez, c'est-à-dire que... Oh là là. Non, mais pardon de la métaphore, bon, mais c'est vrai que plus on y va doucement, aïe, plus ça fait mal. De tirer un bon coup sec, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, mais je me dis que finalement, si je découvre un loup pendant cette semaine, j'aurais pas cet effort à faire. Oui, alors attention Laurence, pardon, je vais refaire le psy quand même, je suis là pour ça, c'est mon métier. C'est que vous savez, nous sommes quand même très très doués pour nous auto-manipuler. Ouais. Et donc attention à ne pas tomber dans le piège de finalement être dans une recherche finalement, on peut dire un peu inconsciente, que ça se passe mal. Voilà. Pour éviter, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'angoisse, si vous voulez, éveillée par l'idée de dire la vérité est telle que ça peut arriver à plein de gens très bien, même des personnes très intelligentes. Ça n'a aucun rapport avec l'intelligence. C'est qu'au bout d'un moment, l'anxiété est telle que la personne va préférer saboter finalement la belle histoire pour se dire tu vois finalement voilà la personne n'en valait pas la peine et finalement comme quoi j'ai pas eu besoin d'avouer mon mensonge. Voyez. Et ça vraiment c'est la dernière chose que je vous souhaite. Non, bien sûr. Parce que ça se passe bien, vous êtes bien. J'ai une réaction assez pertinente, une personne qui dit de toute façon Laurence va donc lui expliquer qu'elle a 62 ans et elle verra à ce moment-là si ce monsieur est vraiment formidable. Oui, bien sûr. C'est aussi un point de vue intéressant, je trouve, non ? Oui. Peut-être c'est quand même... je ne sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que vous vivez une belle histoire. Oui. Et en même temps, la rencontre, comment dire, c'est aussi... basé sur un mensonge. Alors... C'est pas vraiment là-dessus que je veux insister parce que ça c'est la vie, voilà, vous l'avez fait, c'est fait. Simplement, la rencontre, ça passe aussi par faire confiance à l'autre. Oui. Quand même, en douceur, mais quand même de s'abandonner un peu. Donc, bien sûr que c'est très angoissant de savoir comment l'autre va réagir. Et en même temps, faire confiance, ça peut aussi passer par le fait de se dire, écoute, j'ai confiance, voilà, j'ai fait une erreur, ça arrive à plein de gens de faire des erreurs, et je prends sur moi pour faire, même si c'est pas facile, pour faire confiance à l'autre, lui parler de mon erreur. Alors que si je le fais pas, je suis un peu dans une espèce de tentative de contrôler la situation, de contrôler l'autre. Je fais le tri des informations que je donne, et c'est vrai que c'est pas satisfaisant. Regardez sur ces sites justement, vous le disiez vous-même tout à l'heure, les personnes mentent, c'est pas très excitant quand même. Non. C'est une des nombreuses difficultés, oui. Donc là, vous avez réussi à passer cette étape. Vous êtes avec quelqu'un qui vous plaît. Et il me semble que plus vite vous irez vers quelque chose de satisfaisant, d'authentique, de confiant, et mieux ce sera quand même, non ? Oui, je pense que je vais vraiment penser à ce que vous m'avez dit. Et puis, je vais... Moi, il me semble... Surtout que si vous ne l'avez pas dit de vive voix, je reviens sur cette réaction-là d'une dame tout à l'heure. C'est vrai que après c'est un peu de la stratégie, mais bon, voilà, dire, tu sais, j'en sais rien, moi, voilà, j'ai relu mon profil, c'est quand même inouï, je m'étais trompé sur mon profil, quoi, vous voyez. Oui, enfin, je vais pas dire ça, je donnerai les vraies raisons. Je pense que c'est encore mieux, je pense. Oui, plus vous serez authentique, plus vous serez honnête, mieux ce sera. Vérité, tout à fait. Je pense que c'est quelqu'un qui en vaut la peine et puis il mérite d'avoir la vérité. Voilà, j'ai parti. Je suis heureux de l'entendre dire, oui, vraiment. Je pense que vous ne pouvez pas vous tromper. Tant que vous serez authentique, Laurence, sincère, vous ne pouvez pas vous tromper, je pense. Disons que je n'aurai rien à me reprocher. Exactement. Qu'aimeriez-vous que je vous souhaite, Laurence, pour suspendre notre échange ? Pardon, je n'ai pas entendu. Qu'aimeriez-vous que je vous souhaite, Laurence, avant de suspendre notre échange ? Eh bien... d'avoir eu raison de croire au prince charmant. Mais oui. Bien sûr, je pense que vous avez raison. Oui. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Écoutez, je vous remercie. C'était très agréable de discuter avec vous. Et puis, je remercie les gens qui se sont penchés sur mon cas et qui ont donné leur avis. Vous avez fait réagir, ça je peux vous le dire. Oui. Oui, parce que je pense que pas mal de gens qui
qui viennent à la libre antenne, qui vous écoutent, sont aussi sur les sites, parce que Oui, bon, c'est quand même je très pense. répandu. Oui. Et Ça concerne tout le monde. Ça concerne pas mal Bien de sûr, gens, bien cette sûr. histoire. C'est En extra. tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Pareillement, Laurence, très bonne soirée. Voilà. Merci. Au revoir. Merci, Laurence, au revoir. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et nous continuons la libre antenne, toujours en direct sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Et nous sommes avec Marie qui a fait le 39-21. Bonsoir Marie. Et bonsoir Jean. Comment allez-vous ? Je ne sais pas par où commencer. Je suis un petit peu angoissée ce soir. Bon, écoutez, prenez votre temps. On est tranquille. Comment ça va ce soir, Marie ? Vous êtes un peu angoissée, c'est ça ? Oui, je suis pas très bien parce que ça fait 7 ans que je fréquente un monsieur D'accord. que je vois tous les week-ends. D'accord. Le restant de la semaine, je suis dans mon HLM. Je suis dans un HLM avec ma petite chienne et ma chienne elle est en fin de vie. Ah, ça c'est Et très puis- dur. Et plusieurs fois, il m'a dit quand ta chienne sera partie, tu choisiras en reprendre un ou moi. Ah, d'accord. Donc ce monsieur, si je comprends bien, donc vous êtes dans une vraie relation depuis 7 ans. Mhm. C'est une relation qui se passe bien ? C'est une relation qui ne me donne pas entière satisfaction parce que moi, si D'accord. j'ai ma petite chienne, c'est parce que j'ai besoin beaucoup d'affection quand même, dès que je Bah l'ai oui. connue quand j'étais seule. Bah oui, bien sûr. Alors, j'ai l'impression qu'il attend qu'elle décède, quoi. On dirait qu'il est jaloux de ma chienne, si vous voulez. Ah, ça se peut, vous savez. Ouais. Alors, je suis pas bien avec ça, je ne sais pas comment réagir. Il y a beaucoup de choses qui se greffent, il n'y a pas que ça, mais j'ai toujours un peu peur de sa réaction maintenant, quoi. Et je ne sais pas qui a tort, qui a raison, et qu'est-ce que je dois faire. Alors, qui a tort, qui a raison ? De toute façon, c'est... comment dire ? Qui a tort, qui a raison ? Sur quel sujet ? Est-ce que c'est moi qui a tort parce qu'il me dit tu ne peux pas partir en vacances avec ta chienne, elle t'emmerde, excusez-moi le terme. Alors, je lui ai dit de toute façon, ma chienne, je l'ai toute l'année, et moi je suis jamais partie en vacances. Mais depuis que je le connais, on est déjà parti 3 fois en vacances. Et les vacances, c'est 3 semaines sur une année. Exactement, oui, bien sûr. Et puis ça c'est comme on dit dans ces cas-là, quand on aime les bêtes, on s'arrête pas à ça. Voilà. Et moi, je trouve toujours une solution pour la faire garder. Il y a toujours une solution à tout. Bien Mais sûr. le problème, c'est que lui, il dit t'emmerdes tout le monde avec ton chien, etc., etc. Oui, là, c'est-à-dire de ce que je comprends, Marie, on est dans ce qu'on appelle en psychologie un jeu relationnel. C'est un jeu entre vous. Quand on dit jeu, c'est-à-dire c'est pas qu'on s'amuse, c'est pas qu'on joue. Simplement, ça veut dire qu'il y a des règles. Il y a des règles psychologiques, souvent inconscientes, et nous suivons ces règles. Et donc là, vous êtes dans un jeu relationnel entre vous, où finalement, lui accuse votre chienne et vous prenez sa défense. Voilà. C'est un jeu entre vous, et j'imagine que c'est un sujet qui revient souvent entre vous. Oui, c'est une bête, quand même. Je sais pas, moi. Ouais. Je ne peux pas faire la comparaison entre lui et une bête. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, non, bien sûr, simplement. Mais j'ai l'impression qu'il est jaloux de ma chienne parce que je suis pas complètement à lui. En tout cas, voilà, c'est quelque chose, c'est un sujet, quoi. C'est un sujet entre vous et. Je dois faire. Comment ? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe, vous, Marie? Moi, j'ai besoin beaucoup d'affection. J'ai passé ma vie en pension 6 ans et demi à 20 ans. Après, j'ai eu des gros problèmes. Je vous raconte un peu ma vie. J'ai dû rembourser les dettes de mon ex-mari. Après, je me suis retrouvée seule. Et j'avais pris cette petite chienne-là pour pas être seule puis parler au mur, quoi. Oui, bien sûr. Quel âge elle a, votre chienne? 12 ans et demi. Et là, c'est la fin, là, vous pensez? Ah oui, elle me fait des syncopes. Et on dirait qu'il n'attend que ça, quoi. Auparavant, j'avais eu un lapin et puis un cochon d'Inde. Le lapin, il est décédé. Ouais. Et ils se sont amusés avec ma soeur à le balancer dans un champ. Quelle horreur. Alors, tout ça, moi, j'ai... Là, de ce que j'entends, moi, il y a différentes choses. Il y a, comment dire, votre relation avec ce monsieur,
ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Donc il vous a toujours connu avec votre petite chienne. Voilà, c'est ça. Bon. Donc là, votre chienne est en fin de vie, c'est beaucoup de chagrin. Bon. Vous, j'imagine que vous envisagez, vous n'envisagez pas la vie sans bête. Vous allez reprendre un petit chien, voilà, j'imagine. Bon. Alors, ça, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure en début d'émission. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, je dirais d'un point de vue, du système, vous ne pouvez pas vous tromper de reprendre un animal. Parce que comme ça, le système restera le même. Le même qu'avant. Il me dit, t'as 67 ans, qu'est-ce que tu vas t'embêter avec ça? Oui. Ça, c'est son jeu, si vous voulez. Lui, il ne vous dira jamais autre chose que ça. Maintenant, il n'aime pas les bêtes. Il n'aime pas les bêtes, voilà. Donc, ça fait 7 ans, si vous voulez, qu'il fait avec, je dirais. Voilà. Et donc, il n'y a aucune raison pour que ça change. Ah non, ça changera pas. On pourrait même, sans être oiseau de mauvais augure, on pourrait dire que, imaginons que Marie ne reprenne pas de bêtes, sans doute ce serait davantage un problème dans votre relation avec ce monsieur. Et j'ai pensé à ça. Ah ben oui, parce que là aujourd'hui, c'est une façon de communiquer. Il vous critique et tu comprends, et ton chien, blablabla. Bon, mais donc si vous voulez ça nourrit votre relation. Je dis pas que c'est agréable pour autant, toutefois, ça nourrit votre relation. Et donc, si on enlève le chien, il y a un souci. On peut plus communiquer, comprenez? Donc, il y aura autre chose peut-être. Comment? Il y aura autre chose. Alors il y aura sûrement autre chose. Maintenant puisque vous aimez les bêtes, vous pouvez pas vous tromper de reprendre un chien, de toute façon. Non, c'est mon plaisir. Oui. Alors après, donc ça c'est la première chose. Ensuite, le point suivant, c'est de savoir vous, Marie. Je vois que vous avez 67 ans, c'est ça? C'est de savoir vous, Marie, comment est-ce que cette relation vous épanouit, quoi. Comment est-ce que ça vous satisfait, voyez? Je vais vous expliquer. Il y a une personne, par exemple, je peux pas ne pas vous le dire, Marie, il y a une personne, c'est un peu raide, mais une personne qui réagit par SMS, qui dit, moi, dans ces cas-là, je vire le bonhomme. Mais bon, c'est un peu, radical, mais bon. Non. Non, mais vous voyez, ça fait 7 ans que je suis avec lui. Moi, j'aime aller au cinéma, au théâtre, et il m'a dit, moi j'aime pas ça, donc on n'y est jamais allé. Je demande rien, je demande pas grand chose, juste une petite promenade, un petit restaurant, aller au cinéma, aller promener. Mais non, il aime pas. Et après-midi, par exemple, ça fait 3 semaines que je vais chez lui parce que il regarde la Formule 1. Moi, je suis à côté de lui, on ne sort pas pour autant, mais bon, je participe quand même à ses sports. Bien sûr. Mais lui ne fait pas d'efforts. Il fait pas d'efforts. Du tout. Pourtant, je lui demande pas grand-chose. Et alors, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous lui trouvez à ce monsieur, alors, pour être avec lui depuis 7 ans? Je me dis que c'est mieux d'être toute seule. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que moi, j'ai une drôle de vie. Je vais pas... j'ai 3 enfants que j'ai élevés toute seule, parce que le père, il a disparu il y a 2 ans et demi, donc j'ai dû rembourser ses dettes et tout, je les ai élevés seule. Je travaillais jour et nuit, et puis à l'heure actuelle, j'ai mon fils qui m'a envoyé un SMS en disant je ne veux plus te voir ni t'entendre, alors que pendant 1 mois et demi, tous les jours, j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin avec lui, parce que pour refaire une maison. Et alors, je suis tombée avec la petite, je me suis cassé le tendon du pouce, j'ai pas pu finir la tapisserie, et elle m'a dit quand on commence à travailler, on le finit. Alors, je l'ai fait de bon cœur, j'adore ça moi. Mais quand on me dit je vais plus te voir ni t'entendre, la part de mon fils, je comprends pas quoi. Moi j'ai besoin, je suis un peu perdue de tous les côtés. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tellement soutenu autour de vous. Du tout. J'ai ma fille qui m'a rappelé là, au bout de 9 mois pour une bêtise. Maman, je m'excuse, elle fait une psychothérapie. Bien sûr, ils ont été choqués, parce que le papa est parti 2 ans et demi, 5 ans et demi, 8 ans et demi. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, sans pension alimentaire, sans aide. Oui, bien sûr. Et puis aujourd'hui, voilà le résultat. Qu'est-ce qu'il est devenu le papa? Vous avez de ses nouvelles? Comment? Qu'est-ce qu'il est devenu le papa? Vous avez de ses nouvelles? Non, il est décédé. Au bout de 11 ans, il a été retrouvé par Interpol.
Et il est revenu chez sa mère et elle est décédée. Ah oui, d'accord. Et vous avez élevé vos 3 enfants comme ça toute seule. Ils ont quel âge maintenant? 42, 40, je ne sais plus. Mon gamin, il a 38 ans, le dernier. D'accord. La fille, elle a 3 ans de plus et l'autre 3 ans de plus. D'accord. Et l'autre, j'ai jamais de nouvelles, pour ainsi dire. J'appelle de temps en temps, il est loin. Hein, j'ai ma fille, elle est près de moi, mais bon, elle me parle pas pendant 9 mois, puis elle me reparle, puis là, elle m'a envoyé un message hier en disant qu'elle regrettait ses gestes et tout, qu'elle l'avait fait de maman. Bon, elle m'a dit, apparemment, elle est sur un chemin comme ça, donc si elle fait une psychothérapie. Elle est pas bien non plus. Ben là, ça va dans le bon sens quand même, si elle se rapproche de vous, non? Ah oui, mais elle m'a fait ça des dizaines de fois. Alors moi, je lui ai dit, écoute, si t'es mieux sans moi, ben ne m'appelle plus. Hein, parce qu'elle me reproche le passé. Moi, j'y suis pas. C'est pas moi qui a pris dans les caisses et tout, qui a fait des bêtises. Et là, ce monsieur, vous êtes avec lui depuis 7 ans, et avant ce monsieur, votre vie affective? J'étais toute seule. C'est pour ça que j'avais pris cette petite bête-là qu'on m'avait donnée. D'accord. Et vous avez rencontré ce monsieur, vous l'avez rencontré comment? Par un autre copain qui avait fait un barbecue. D'accord. Et je suis restée 8 ans en jurant que je ne voulais plus personne. J'étais bien toute seule. Oui. Je m'étais remontée un peu comme ça parce que j'avais fait des TS. J'ai eu beaucoup de problèmes. D'accord. Et je voulais plus personne, très franchement. Puis je ne sais pas pourquoi. Son sourire m'a plu et puis et on s'est rencontrés. La première fois que je suis sortie avec lui dans un bal, tout d'un coup il me dit mets-toi contre le mur. Je dis pourquoi? Parce qu'il dit on voit tout à travers ta robe. Je me suis dit qu'est-ce que c'est de ce monsieur-là? Je dis vous voyez, comment je t'expliquerai moi, j'ai un peu peur des hommes parce que j'ai été violée à 9 ans, et j'ai tremblé des années devant un homme qu'avec lui, vous voyez, je me suis un petit peu épanouie sexuellement alors qu'avant on me touchait pas, quoi. Vous vous sentez quand même plus en confiance quand même avec lui. Il a quand même des bons côtés, ce monsieur. Oui, voilà. Il critique votre chien. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote parce que ce soir je suis pas bien. Je me suis fait opérer. Et quand je suis rentrée, c'était en ambulatoire, donc l'anesthésie n'a pas fait effet. Je souffrais de martyre. Et il n'a jamais voulu que j'appelle le SAMU, et il n'a jamais voulu m'emmener à l'hôpital. Et non seulement ça, il a claqué la porte, il est parti de chez moi. Alors moi, je me suis retrouvée. Alors je lui ai dit, si tu veux me quitter, ne me quitte pas maintenant, j'ai trop mal, quoi. Oui. Alors vous voyez, c'est plusieurs fois qu'il a pris la porte comme ça. Et moi, si je ne rappelle pas, il ne rappellera pas. Et malgré tout, quand même, ça... Il revient toujours. C'est ça. Et là, aujourd'hui, je dis, je viendrai plus chez toi. C'est ça qui vous fait des angoisses ce soir, peut-être, Marie? Oui, parce que je me dis, je vais pas recommencer à être toute seule à mon âge. Vous savez, moi, je peux pas faire la tête plus d'un quart d'heure, ça me rend malade. Bon, écoutez, là, quand même, ça va s'arranger, là, si ça fait plusieurs fois... Si ça fait plusieurs fois que vous vous disputez comme ça va s'arranger manifestement. Bah oui, mais c'est pas des disputes. Mais moi, je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors, que je cède tout le temps. Écoutez, faites comme vous avez fait jusqu'à maintenant. Et sur le chien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait 7 ans, que vous êtes ensemble. Ça fait 7 ans qu'il critique votre chien tout en le supportant. Et puis ça continuera comme ça. Ça fait partie de votre façon de communiquer aussi à vous deux. Oui, enfin, c'est un arrivé à ce point-là, vous savez, pour une bête, c'est pas... C'est dur. C'est dur, moi je ne sais plus comment me comporter. Et puis de toute façon, je vais vous dire, il a fréquenté des femmes sans bête, ça n'a pas duré non plus. Et puis d'un autre côté, je lui ai dit, si j'ai pas de chien, on ne sortira pas de plus. Donc c'est pas 3 semaines dans l'année qui va embêter. Bien sûr. C'est tout ce qu'il faut faire. Écoutez, je crois que vous faites vraiment exactement ce qu'il faut, Marie. Ah oui. Je pense. J'y tiens, mais si vous me demandez si je l'aime, je ne sais pas. Vous parlez du monsieur? Oui, vous savez, tout ça c'est des mots. Vous y tenez, ça fait 7 ans que vous vous épaulez l'un et l'autre, de ce que je comprends. Épauler, pas toujours. Plus ou moins, alors avec des hauts et des bas. Bon. Je ne pardonnerai pas, quoi. Moi, quand je vous entends,
Marie, j'entends qu'il est important dans votre équilibre de vie aujourd'hui, ce monsieur. Ah oui, Hein? ça m'a équilibré un peu. Oui. Voilà. Donc écoutez, je vous sens assez lucide sur vos zones de fragilité. Pour le chien, de toute façon, ne changez rien. Vous êtes une grande personne, vous faites ce que vous voulez. Voilà, évidemment que vous reprendrez un animal. Et puis cette relation, elle a ses qualités, ses défauts. Voilà. Et puis, je vous raconte l'histoire du chien, mais bon, c'est une anecdote parmi tant. C'est parce qu'il me fait peur. À chaque fois, il me dit, tu choisiras, ce sera le chien ou moi. oui, ça c'est encore une fois, c'est ce qu'on appelle un jeu relationnel entre vous. Ce n'est pas agréable. Et en même temps, c'est sa façon, c'est votre façon à vous de communiquer aussi. Vous êtes, vous faites partie aussi de ce système qui, pour le moment, avec ses qualités et ses défauts, a le mérite d'exister. Et c'est ce qui me semble être le plus important pour le moment. Mais si je reprends un chien puis qu'il dit que c'est fini. Écoutez, pour le moment, on n'en est pas là. Et encore une fois, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, pour le moment, ça fait 7 ans qu'il est avec vous et votre animal. Donc, il n'y a pas de raison pour le moment pour que ça change. Ah, d'accord, donc je peux espérer... Oui, je pense que vous pouvez être sereine sur ce point-là, en tout cas. Moi, je trouve que c'est un peu des gamineries, quoi. Oui, encore une fois, c'est une façon de communiquer entre vous. C'est comme ça que c'est une partie de votre communication, c'est de faire de cet animal ce qu'on appelle le mauvais objet. Voilà. Donc lui l'attaque et vous le défendez. Voilà. Excusez-moi, mais au niveau de mon fils, je n'ose plus rappeler. Moi, mes petits-enfants, ils m'adoraient et tout. Maintenant, je suis privée des petits-enfants. Alors, ce que je vous propose, Marie, comme on a beaucoup d'appels ce soir, c'est peut-être qu'on se rappelle une prochaine fois pour à ce moment-là, parce que c'est un gros morceau, les relations avec les enfants. Donc, c'est à ce moment-là, on a évoqué le compagnon ce soir. C'est peut-être à ce moment-là de rappeler le week-end prochain pour à ce moment-là qu'on aborde les relations avec vos enfants, si vous voulez bien. Oui, d'accord, je les avais déjà appelés. Bon, on pourra se rappeler la semaine prochaine, d'accord ? Je vous remercie beaucoup. Merci Marie. À bientôt. Au revoir. Merci Marie, au revoir. En cloque. Envoyez vos SMS à la libre antenne d'Europe 1 au 7 39 21. 65 centimes plus coût du SMS. Et vous êtes toujours sur Europe 1. On continue la libre antenne en direct jusqu'à 1h du matin avec Violette. Bonsoir Violette. Oui, bonsoir. Bonsoir Jean, merci de prendre mon appel. Bonsoir à tous les auditeurs. En fait, j'appelais parce que je réagissais à un témoignage que j'ai entendu hier, mais j'en entends souvent un peu de ce type, d'une personne handicapée qui s'appelait Lily, en fait. Oui, qui est intervenue... Lily qui est malvoyante. Voilà, qui était non-voyante, aveugle, et qui est intervenue hier soir. Qui avait du mal à expliquer ce qu'elle vivait, parce que en fait, elle expliquait qu'elle avait cherché à se mettre en relation avec des associations, qu'on lui avait fait comprendre qu'elle n'était pas forcément la bienvenue, etc. Et puis quand elle cherchait à se rapprocher de certaines personnes, c'était un peu l'obstruction, etc. Donc, il y a toujours des personnes qui font exception, mais je pense que les personnes handicapées, on a tendance je le suis moi-même, on a tendance à vivre ça de façon un peu répétitive. Bon, il y a toujours des personnes qui vont vous dire que non, c'est pas leur cas, etc. Pourtant, je pense que on est tous à un moment ou à un autre de notre vie, voire de façon beaucoup plus récurrente, touchés par ce problème. Et en fait, ce qui me frappait, quand j'écoutais Lily parler, moi ça fait longtemps que j'y pense et que j'y réfléchis, c'est qu'en fait elle avait du mal à expliquer ce dont elle était victime, et à un moment elle a dit oui, on veut pas de moi, et vous lui avez répondu quelque chose comme ah oui je comprends, c'est triste. Et en fait je me suis dit mais c'est du rejet, c'est de l'ostracisme, enfin c'est de l'exclusion, et voilà, ça fait longtemps que j'y pense, et c'est pour ça que j'appelais, parce que je voulais lancer ce concept qui me paraît très important, parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire cette situation. Voilà, on parle
de racisme, on parle d'antisémitisme, et c'est très bien. On parle de misogynie, on parle d'homophobie, etc. Mais on ne parle pas d'andiphobie. Et oui, bien sûr. Ouais. Et moi, ça me frappe. Parce que ces autres délits, ce sont des délits, sont des circonstances aggravantes en cas d'agression, etc. Enfin, elles sont inscrites, sont inscrites au code pénal. Enfin, ce sont des mots, des facteurs aggravants dans le cas de contentieux, etc., de cause de licenciement, etc. Mais l'andiphobie, ça n'existe pas. Oui, vous avez raison. C'est vrai. Et c'est vrai que la société est dure avec le handicap. Vous avez raison, il y a de gros progrès à faire encore. Il y a de gros progrès, mais le mot n'existant pas, on ne nomme pas la chose. Oui, vous avez raison, le verbe crée, hein. Oui, bien sûr, hein, le fait de nommer quelque chose peut aider à le dénoncer, hein, certainement. Absolument. Oui, vous avez raison. Absolument. C'est vrai. Et il s'agit d'un... C'est vrai. En fait, c'est tellement évident ce qu'on vit. En fait, c'est tabou. C'est tabou parce que c'est tellement énorme. Et d'ailleurs, moi-même, étant dans cette situation de handicap, j'ai mis beaucoup de temps, ne serait-ce qu'à l'admettre. Oui. Parce que je me sentais, vous savez, c'est comme la personne agressée qui se sent responsable de l'agression qu'elle subit. Oui. Je me sentais fautive et responsable de ce rejet, de cet ostracisme, de cette mise à l'écart. C'est pas 100% du temps, parce que les personnes handicapées qui nous écoutent vont nous appeler en masse. Mais non, c'est faux, il y a plein de gens qui nous acceptent et d'endroits qui nous ouvrent les bras. Heureusement qu'il y en a. Hein. Mais non, mais je dis ça pour être bien comprise, pour pas... Bien sûr. Qu'on lise, qu'on entende mon propos de travers. Mais clairement, notre handicap est quand même très souvent utilisé contre nous. Et je pense que le sujet, c'est tellement évident, ce que je suis en train de dire, qu'on l'évoque même pas, qu'on n'en parle pas. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est tabou, c'est tellement... Vous qui vivez la situation au quotidien, de ce que je comprends, Violette, qu'est-ce qui est tabou d'après vous ? C'est tabou de le dire parce que de dire quoi exactement, Violette ? C'est tabou de dire qu'il y a du rejet envers le handicap. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est tabou ? Alors voilà, c'est pour ça que je réfléchis. C'est tabou parce qu'il y a beaucoup de culpabilité autour de ça. Parce que on ne s'autoriserait pas à verbaliser qu'on rejette une personne handicapée. Là, je suis surprise parce qu'a dit Lily, parce qu'apparemment on lui a dit directement, on lui a dit en face, c'est assez rare. En général, c'est-à-dire que ce que vous décrivez, Violette, hein, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe en psychologie sociale, hein, quand on s'intéresse psychologiquement aux phénomènes sociaux, hein, c'est que bien sûr que l'exclusion existe, hein, hélas. Il y a de l'exclusion, de la discrimination dans notre société. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, des personnes qui sont discriminées à cause de leur couleur de peau ou de leur orientation sexuelle, ou alors discriminées effectivement à cause d'un handicap. Et la discrimination est interdite en France. Et pourtant ça existe, et bien sûr que quand on demande, si vous voulez, individuellement, quand on fait des études et qu'on demande à quelqu'un est-ce que vous êtes discriminant, est-ce que tout le monde répond que c'est pas le cas. Mais non. Hein, les personnes répondent évidemment que ça n'est pas le cas, et puis pourtant on observe dans la société que c'est le cas, il y a des discriminations. Et donc les chercheurs essayent de comprendre comment ça se fait. Alors, il y a ce qu'on appelle c'est peut-être ce que vous voulez évoquer, Violette, ce qu'on appelle la désirabilité sociale. Hein, oui, la valeur phallique de l'individu, oui. Pardon ? La valeur phallique de l'individu, chacun a son poids, chacun a son prix. La valeur phallique, d'accord. Qu'est-ce que c'est que la valeur phallique alors de l'individu, Violette ? C'est ça, non ? C'est ce que vous évoquez, vous pensiez pas à ça, plus ou moins ? Ah non, pas du tout, non. Non, d'accord. Non. La valeur phallique, alors, non mais c'est intéressant,
Qu'est-ce que c'est d'après vous? La désirabilité, la valeur phallique, c'est la valeur qu'on a. La désirabilité sociale, si vous voulez, ça fait référence aux normes sociales. C'est qu'est-ce qui est valorisé socialement. Valorisé, oui, tout à fait. C'est mieux d'être beau, jeune, riche et en bonne santé. On a plus de valeur phallique quand on est, on a plus de désirabilité, si vous voulez. Si on a si on coche les bonnes cases, c'est évident, oui. Alors, ce n'est pas ce à quoi je faisais allusion. Désirabilité sociale, ça fait partie des normes sociales. Donc, c'est, si vous voulez, les personnes essayent, je dirais, de se faire bien voir. Voilà. Et donc, une personne sait qu'elle sera bien vue si elle explique qu'elle ne fait pas de discrimination. Ah, de ce côté-là. Même lorsque ce n'est pas vrai. Voilà. C'est ça la désirabilité sociale. Après, jeune, beau, la beauté, typiquement, voilà, est très, très... Non, mais je n'avais pas compris ce que vous vouliez dire. Je parlais de l'autre côté, oui. On s'est mal compris, oui. Et donc, tabou, oui, c'est vrai que, de toute façon, une société n'aime pas voir ses défaux, hein, vous avez raison, hein. Et ces défauts, c'est différent, ces défauts, de toute façon, ce qui s'écarte de quelque façon que ce soit de la norme, en tout cas. C'est très difficile, effectivement. Oui, vous voulez dire ces défauts ne veut pas voir qu'elle discrimine, oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. C'est difficile pour une société, et en même temps, les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent. Mais je pense que tant qu'il n'y aura pas de mots, et en même temps, bien sûr qu'une personne handicapée n'a pas les aptitudes pour faire tout ce que fait une personne valide, et en fonction du handicap, les compétences sont différentes, etc. Donc, je reconnais mais par contre, on ne peut pas dire. Moi, je sais que j'ai été. Je sais que j'ai rencontré des difficultés dans mon emploi, dans ma vie affective, etc. Quel âge avez-vous, Violette, vous ? Moi, j'ai 41. D'accord. Et vous souffrez de handicap depuis combien de temps ? Finalement, depuis la naissance, j'avais des problèmes de vue. D'accord. On peut dire que j'ai toujours... Vous êtes dans la même famille de handicap que Lily. Vous êtes malvoyante. Oui, tout à fait. D'accord. Et je pense clairement avoir été victime de ça. Bon, évidemment, ça n'explique pas tout, mais autant professionnellement, et ça on est extrêmement nombreux à le vivre, d'une manière ou d'une autre, voilà. Bien sûr, la discrimination à l'embauche, elle est tout à fait connue. On est beaucoup plus discriminés que les personnes qui cumulent tous les autres facteurs de discrimination cumulés, donc c'est quand même assez violent. Après, dans l'emploi, les mises à l'écart, etc., le harcèlement, etc., ça nous tombe à peu près, assez fréquemment dessus quand même. Alors, surtout quand on cumule, quand on est femme et avec un handicap, etc. Voilà. Mais ce que je regrette, c'est que ce mot ne soit pas utilisé et que du coup, on ait du mal à expliquer. Oui, on peut dire on me rejette, machin. Et puis alors on vous dit, mais tu te plains là, je suis victime d'andiphobie. Voilà, ça me paraît plus clair. Et je sais pas comment vous dire. C'est parce que quand on dit à Lily, dans ces associations, alors on lui dit, mais non, mais vous voyez pas, vous pouvez pas venir, mais pourquoi ? Non, c'est dégoûtant. Mais attendez, on est bien d'accord. Il n'y a pas de façon de se retourner pénalement. Alors je pense quand même. Alors je crois. Alors là, je manque un peu de connaissances. Je crois que la HALD n'existe plus. La haute autorité de lutte, ça n'existe plus. Toutefois, ça a été remplacé par... Il y a le défenseur des droits, maintenant. Il y a un défenseur des droits. Il y a des institutions. Alors, bien sûr que c'est très lourd et que ce n'est pas facile. Pour un peu de résultats, moi, vous savez, j'ai vraiment été discriminée en raison... on a joué de mon handicap contre moi dans une situation d'animosité, ça c'est très clair. Et j'ai même pas pu passer mon dossier au prud'homme. Ça ne tenait pas. Parce que le délit n'existe pas. Parce que l'antisémitisme, ça existe, etc. Mais non, mais l'andiphobie, ça n'existe pas. Et vous pouvez pas le faire valoir. En tout cas, l'enjeu de mon intervention de ce soir, c'était, et je vous en remercie, c'était simplement d'émettre cette idée, d'utiliser ce mot. Si des personnes veulent s'en saisir et en faire quelque chose, en tout cas, moi, dans l'avenir, j'essaierai de travailler autour de cette notion parce que je pense que c'est important et que ça pourrait nous aider à progresser, à avancer, que Lily puisse dire, voilà, j'ai été victime d'andiphobie parce que
la discrimination dont j'ai été victime ne se justifiait pas parce que mon handicap ne m'empêchait pas de me joindre aux activités qui étaient proposées par ces associations-là, etc. Enfin, voilà, quoi, qu'elles puissent réagir, se retourner, etc. Il y a des associations qui défendent nos droits, mais très peu. Il y avait quelqu'un dont je faisais partie de cette association, Modipio, qui est décédé cet hiver et qui militait énormément dans ce sens. Comment s'appelle l'association, Violette ? Qui s'appelait FDFA. D'accord. Mais malheureusement, Maudit, qui était psychanalyste et qui était quelqu'un d'exceptionnel, nous a quittés cet hiver. Donc une grande voix de la défense des femmes handicapées est partie et à ce jour, elle n'est pas remplacée. Enfin, je suis un peu émue en vous en parlant parce que. Mais oui, j'entends, voilà. Bien sûr. C'était quelqu'un de très fort, de très juste. Oui. Je pense, enfin, je vous remercie Violette pour votre témoignage parce que je pense que vous avez raison. C'est vrai que ne pas nommer les choses, ça les empêche ça empêche d'en parler. Ça, on ne peut pas les dénoncer exactement. Il y a Cathy qui est malvoyante également et qui dit c'est très bonne idée ce terme de handiphobie. Vraiment, je pense qu'effectivement c'est une piste intéressante que vous proposez. Par ailleurs, voilà, c'est important, me semble-t-il. Dites-moi ce que vous en pensez, vous qui connaissez la situation de handicap. C'est important de rappeler que la discrimination de personnes handicapées en France est interdite, c'est un délit. Il y a effectivement le défenseur des droits qui peut être saisi parce que personne n'a le droit de discriminer une personne en fonction d'un handicap, quel qu'il soit. Donc oui, mais personne n'a le droit de discriminer une personne en fonction de son handicap. Vous voyez, c'est un petit peu long. Après, je vous rejoins, Violette. Bien sûr que je vous rejoins sur l'idée d'inventer un mot, parce qu'au moins ça permet de dénoncer l'existant, d'avoir un mot. Donc ça, vous avez complètement raison. Je vous rejoins. Je pense même que je vous comprends. Et en même temps, voilà, c'est important aussi de le rappeler pour toutes les personnes qui nous écoutent. Voilà, ce que vit Lily, par exemple, c'est dégoûtant et surtout c'est interdit. C'est-à-dire que c'est hors la loi. Une association ne peut pas refuser un dossier de bénévole en invoquant son handicap. C'est interdit. On n'a pas le droit de faire ça en France. Absolument. Donc c'est important de le rappeler. Sauf si le handicap empêche, évidemment. Maintenant, voilà, lorsque ce n'est pas le cas, et en l'occurrence, ça n'était pas le cas dans ce qu'expliquait Lily hier, c'est interdit et Dieu merci, en France, on n'a pas le droit de discriminer à cause de handicap. C'est bien difficile. C'est très difficile. À prouver, à expliquer, mais par contre mettre sur internet une petite note, telle association est handiphobe, voilà ce qui s'est passé avec moi, parce que voilà... Handiphobe, c'est une bonne idée, Violette. Écoutez, on lance, vous lancez le mot ce soir sur l'antenne d'Europe 1, l'handiphobie. C'est tellement plaisir parce que je vais vous dire, ça fait des années, mais que j'y pense, que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ce mot? Parce que j'essaie d'en parler autour de moi, j'ai du mal à le populariser, et je sais pas, ça prend pas trop, mais pourtant, je trouve qu'être handi-friendly ou handiphobe, ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Et en fait, moi, parce que j'ai perdu complètement la vue quand j'avais 20 ans, et donc j'étais en province, je suis arrivée à Paris, et en fait, mon premier truc, j'ai vu la Gay Pride, et je me suis dit, mais c'est merveilleux ce truc. Et en fait, j'ai un peu lancé l'idée, mais personne m'a repris, parce qu'on m'a dit, oui, mais si t'as pas de revendication... Violette, je pense que c'est une très bonne idée, handiphobie. Pardon, je vous coupe, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Je pense que ce mot d'handiphobie va faire des petits, oui. L'idée d'une Handi-Pride, moi, ça m'a toujours... Handi-Pride, écoutez, alors là, si vous acceptez les valides, je vous accompagne. J'en profite pour saluer Cathy, qui me dit, n'ayons pas peur des mots, je ne suis pas malvoyante, je suis non-voyante. Donc écoutez, voilà, Cathy est non-voyante, et on va, dénoncer l'handiphobie. Violette, grâce à vous, ça fait plaisir. Je vous remercie pour votre appel, et je vous souhaite une très bonne nuit. Merci à vous. Merci Violette. Au revoir. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur la libre antenne d'Europe 1. Vous retrouvez demain Sabrina Philippe. Et nous, on se retrouve le week-end prochain. Il est 1h du matin sur Europe 1.